Bonsoir à tous. Jack London est un géant. Son œuvre évoque les grands espaces, l'aventure, les hommes qui s'affrontent aux éléments. Ces romans, ou au moins leurs titres, nous sont familiers. Cro-Blanc, L'appel de la forêt, Le loup des mers, Martin Eden et tous les autres. Et le mot qui vient aux lèvres pour évoquer London, c'est probablement le mot énergie. Une énergie folle, immense, qui nourrit tous ses combats et nous fait cheminer aux côtés de ses héros. La tentation est donc grande de proposer une biographie impeccable, un exercice d'admiration de cet homme qui se fit enterrer avec son carnet de notes, son crayon et ses armes, un écrivain de légende. L'admiration pour l'écrivain, on la retrouve bien sûr dans ce portrait signé Michel Lebris et Michel Viot. Mais vous allez le voir dans un instant, ce portrait qui comprend des documents exceptionnels va plus loin, beaucoup plus loin. Il nous présente le vrai Jack London, le personnage complexe, admirable et déplaisant, idéaliste exalté et matérialiste forcené. C'est le portrait d'un enfant du rêve américain, mort à 40 ans, auréolé d'une gloire qui ne s'est jamais depuis démentie. Voici le 23e chapitre de cette collection. La force sauvage du monde, inconnue, terrible, toujours menaçante. La nature est dépourvue de sentiments, de charité, de pitié. Nous sommes des pantins aveugles, manipulés par des forces immenses, irrationnelles. J'aime mieux être un météore superbe, chacun de mes atomes rayonnant d'un magnifique éclat, qu'une planète endormie. La fonction de l'homme est de vivre, non d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. Son rêve, mener sa vie comme le galop furieux de 40 chevaux menés de front. Sa religion, la culture physique et la loi du plus fort. Jack London, l'enfant du rêve californien et de son cauchemar. Flora, sa mère, ne l'aime pas. À demi-folle, elle dit la bonne aventure, ne s'intéresse qu'à l'argent, se ruine en spéculation ridicule. C'est John London, un brave géant placide qui l'élèvera. Quant à son vrai père, un escroc, il ne le connaîtra pas. Toute son enfance sera rythmée par les échecs et les déménagements. Je n'ai jamais eu la moindre chance. Handicapé dès ma naissance, j'ai sucé le malheur avec le lait de ma mère. Les dés étaient jetés quand elle m'a conçu. Un chat sauvage qui grandit dans les rues de San Francisco et d'Oakland. Sa famille, ce seront les bandes de voyous qui traînent sur les quais. Et il n'est pas le dernier à faire le coup de poing. C'est l'époque des gay 90s, des grands trusts et des capitaines d'industrie, des trains éventrant les montagnes, l'époque de Vanderbilt et de Rockefeller, de Buffalo Bill et de Barnum, de l'extension des grandes exploitations agricoles, des débuts du football américain. Comme si une force mystérieuse soulevait, traversait chaque individu pour le jeter plus loin, plus haut, plus vite. Mais l'époque aussi de l'Amérique en crise, des paysans chassés de leurs terres, des banques en faillite, de la guerre des squatteurs. À croire qu'au flux d'énergie qui électrise, l'Amérique répond une autre force, qui broie les êtres, les condamnant à la déchéance et au malheur. Je n'ai jamais eu d'enfance, et il me semble que je suis sans cesse à la recherche de cette enfance perdue. Jack a 14 ans. Il lui faut chercher du travail. Il a déjà fait 1000 petits boulots, vendeur de journaux, livreur de glace. Sur le port d'Oakland, il trouve à s'embaucher dans une conserverie. Un cauchemar.
Je donnais tout à ma mère, jusqu'au dernier sou. J'ai travaillé jusqu'à 36 heures de suite dans cet enfer, et je n'étais qu'un enfant. Un piège dont il doit s'échapper à tout prix. Les exploits des pilleurs d'huîtres font la une des journaux. Voilà une vie qui vaut la peine d'être vécue. Un voilier, le Razzle Dazzle, est à vendre. Il n'hésite pas, emprunte $300 à sa tante. Tante Jenny, c'est mon seul espoir d'évasion. J'ai l'impression d'être en train de mourir. Je n'ai que 15 ans, mais je suis aussi costaud et aussi dur que n'importe lequel de ces pilleurs d'huîtres. La grande aventure cape sur la baie. Il va montrer ce qu'il sait faire. Il ne faudra pas longtemps pour qu'il s'impose à Whiskey Bob, Nelson le Vieux, Nicky le Grec comme le prince des pilleurs d'huîtres. Les honnêtes matelots de la baie me traitaient de voyous, de guapes, de voleurs, de bandits et autres épithètes que je prenais pour des louanges. Le verre à la main, il tient tête aux pires dockers, aux marins embordés, au cabaret de la première et de la dernière chance de Johnny Enold. Tout brûlé, tout dépensé en d'immenses souleries. Alcoolique à 16 ans. Un soir, ivre-mort, il tombe à l'eau et se laisse entraîner par la marée. Ce n'est qu'au lever du jour, au large, qu'il réalise qu'il veut vivre. Il nage comme un désespéré et sera sauvé de justesse. Cette fois, c'est dit. Il faut partir. Passer la porte d'or. Là-bas, il y a l'océan Pacifique, la Chine, le Japon, l'Inde et toutes les îles de corail, une autre vie. En janvier 1893, à 17 ans, il s'embarque comme mousse sur la Sophia Sutherland pour chasser le phoque sur les côtes du Japon. Ils chasseront tout l'hiver, dans le gel et le vent. Une boucherie. Et un affrontement aux forces de la nature qui sera pour lui comme une révélation. Pendant 40 minutes, je restais seul à la barre, guidant de mes propres mains des centaines de tonnes de bois et de fer à travers des milliers de tonnes de vagues et de vent. Chacune de mes fibres frémissait de joie. Jack peut rentrer maintenant, tout reprendre à zéro. Il s'en tirera, croit-il, à force de travail. À la centrale d'Auckland, contre de belles promesses, il se tue au labeur, jusqu'à ce qu'il découvre qu'on lui fait faire le travail de 2 hommes. Le rêve américain, une belle plaisanterie. On ne l'y prendra plus. Les armées de chômeurs se lèvent un peu partout, qui veulent marcher sur Washington. Jack décide de se joindre au groupe du général Kelly. Au bout de 5 semaines, les pieds en sang, il décide de les quitter et de poursuivre seul. Il a pris le goût de la route. À Niagara Falls, un matin, il se fait arrêter pour vagabondage. 30 jours de pénitencier, sans pouvoir se défendre. Notre hall était un ramassis des plus sordides, composé des débris et de la pourriture, des scories et de la lie de la société. Individus tarés, dégénérés, fous, crétins, épileptiques, monstres, avortons. En résumé, un vrai cauchemar d'humanité. À peine libéré, il saute dans un train et commence l'équiper à travers l'Amérique dont il fera plus tard les vagabonds du rail. New York, Boston, Montréal, Ottawa, Winnipeg, Vancouver. 3 mois sur les routes, sautant de train en train, échappant aux gardes des compagnies, faisant le coup de poing pour survivre parmi les trains de misère. On l'appelle Frisco Kid. 3 mois de liberté sauvage, le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire de sa vie. Il
il a tout juste 19 ans. Je pris la décision de ne plus vendre mes muscles mais ma matière grise. Alors débuta une course folle au savoir. Je rentrai en Californie et me jetai dans le livre. Il entre au lycée d'Oakland, travaille d'arrache-pied, se plonge dans Darwin, Adam Smith, Spencer, et c'est comme si tout ce qu'il avait vécu prenait sens, tout à coup. D'autres esprits plus vastes que le mien avaient élaboré avant même ma naissance toutes mes idées et bien d'autres encore. Ils m'apprirent que j'étais un socialiste. Il fréquente les meetings sur la grande place d'Oakland, prend de plus en plus la parole, retient le soir les foules. La presse, bientôt, ne l'appelle plus que le jeune socialiste. Au terme d'un effort fantastique, il réussit l'examen d'entrée à l'université de Berkeley, pour découvrir qu'il ne supporte pas le milieu étudiant et qu'il n'a pas les moyens de payer ses études. Adieu, diplôme. Retour à la case départ. Prise au piège, de nouveau. Le 14 juillet 1997, l'Excelsior accoste à San Francisco avec à son bord 15 mineurs en haillons, ployant sous leurs pépites. Une tonne d'or, trouvée dans le Klondike. L'or. L'or sera peut-être sa chance. En quelques heures, la nouvelle est connue dans toute l'Amérique. Et la Californie explose. Vagabonds, chômeurs, miséreux, aventuriers, illuminés se précipitent par milliers vers le Grand Nord. Et le flot grossit sans cesse. L'époque en crise attendait un miracle, et le miracle a nom Klondike. Parmi les premiers partis dès le 25 juillet, Jack London. La seule route possible, franchir les montagnes côtières qui forment la frontière avec le Canada, par la White Pass ou la Chilkoot Pass. La Chilkoot. Là, 60 000 forcenés vont faire entrer la ruée dans la légende. Une pente si raide qu'aucun animal ne peut l'escalader. Les vents tourbillonnants, les avalanches, et 1500 marches taillées à vif dans la glace. 22 000 hommes réussiront à passer au bout de la souffrance, de l'héroïsme, de l'horreur, après 3 mois d'efforts, pour la plupart. Jack London aura plus de chance. Arrivé le 7 août, il réussit à franchir la Chilkoot Pass le 8 septembre, avant les premières neiges. Là, de l'autre côté des montagnes de glace, l'attend le pays de l'or. Mais d'abord, il faut construire un radeau, descendre le fleuve Yukon sur 800 km. Ils sont des milliers d'hommes sur le lac Lindemann qui rasent les forêts alentours, bricolent des barques de fortune. Avec 4 compagnons, après 2 semaines de labeur, Jack s'élance enfin sur le Yukon Belle. Il traverse le lac Bennett, puis le lac Tagish, par la Caribou Pass,
sous les tempêtes de blizzard. Le pire pourtant est à venir. Les rapides grondants de Miles Canyon, où tant déjà ont fait naufrage. Il passera droit à travers eux, en chevauchant la vague, et récidive plus bas dans les nuages d'écume des Five Fingers Rapids. « 600 kilomètres plus bas, il s'installe à l'embouchure de la Stewart River et commence la prospection. Un travail de fourmi, à la bâtée, dans le gravier de la rivière, à la pelle dans les sluice boxes, en détournant le cours du fleuve, à la pioche au flanc des montagnes pour arracher les plus grosses pépites à la roche dure, en souffrant du froid, de la faim, du scorbut, pour un gain misérable. Il prospectera 3 jours seulement, avant de gagner Dawson City, la capitale du Klondike, la fleur noire du péché, la ville de toutes les folies, où toutes les nuits coule à flot le whisky et la poussière d'or sur les tables de jeu. Arrivé en octobre, Jack London n'enregistrera sa concession qu'en novembre, et il n'y retravaillera pratiquement plus. C'est que dans les fumées des salons, il a trouvé un plus fabuleux trésor. Les 1000 récits des durs à cuire de la ruée, dont il fera plus tard la matière de ses livres. Béliot la fumée, Fille des neiges, Les enfants du froid, Radieuse aurore. Malade du scorbut, il rentrera à San Francisco avec 4,50 $ en poche. Mais il sait déjà ce qu'il veut faire. Dans sa cabane, on trouvera gravé Jack London, prospecteur écrivain. À peine arrivé, il rédige le récit de sa descente du Yukon, refusé. Le Klondike est passé de mode. Il s'obstine, écrit comme un torrent, inonde les revues jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent pour acheter des timbres. Refus partout. 310 en un an. Un éditeur ému lui conseille de renoncer. Sa montre, sa bicyclette, son manteau sont mis au clou. Enfin, il place une nouvelle, puis 2, puis 3. Un jour, j'accomplirai mon grand œuvre. Si je meurs, ce sera en luttant jusqu'au dernier souffle, et l'enfer pourra être fier de sa nouvelle recrue. Si j'étais une femme, je me prostituerais à tous les hommes s'il le fallait pour réussir. Bref, je réussirai. Jack London ne le sait pas encore. Il est celui que l'époque attendait, parce qu'elle se reconnaît en lui. Au diable les poses alanguies des esthètes fin de siècle. Un nouveau public avide de lire espère de la littérature quelque chose d'énorme, de barbare, de sauvage, qu'elle dise enfin le réel dans un langage neuf. Ses premières nouvelles ont frappé les esprits. Un éditeur lui propose un contrat. Au printemps paraît Le Fils du Loup, son premier roman. Accueil enthousiaste. Certains l'appellent déjà le Kipling du froid. Sur un coup de tête, il épouse une amie, Bessie Maderne, et s'installe dans une maison spacieuse. Des contrats, une femme, des enfants. Enfin une vie normale. Il commence à fréquenter le milieu intellectuel. Claude Leslie Jones, Warren Stoddart, Anna Stronsky. Adhère au Bohemian Club,
se lie avec le poète George Sterling. Mais cette respectabilité nouvelle n'efface pas en lui le fauve des rues d'Auckland, fasciné par la boxe, fier de son corps et de sa force, marqué par ses expériences violentes, obsédé par l'éloge de la brute blonde saxonne, un concentré de contradictions, ambigu, inquiétant. En juillet 1902, il s'installe à Londres, dans le East End, pour enquêter sur les miséreux de la ville, les sans-abri, les chômeurs au rebut. Il se déguise, se mêle à eux, partage leurs dérives. Lorsqu'interdit de dormir dehors, ils doivent marcher toute la nuit sous peine d'être arrêtés. 90 jours au bout de l'horreur, dont il ramènera un livre dur, impitoyable, sans phrases vaines. Le peuple de l'abîme. Socialiste toujours, Jack London. Oui, mais un socialiste étrange, oscillant entre le dégoût et la fascination pour ceux qu'il appelle aussi les animaux, les bêtes, les carnivores humains. Comme si l'horreur qu'il dénonçait, en même temps l'attirait, tel un gouffre noir où se perdre. À son retour, il croule sous les dettes. Aussitôt, il s'attelle à des travaux forcés, pas moins de 5 livres à la fois, plus une histoire d'animaux, puisée dans ses souvenirs du Grand Nord, The Call of the Wild. Une déflagration. Comme si quelque chose littéralement parlait à travers lui. L'histoire de Buck, ce chien maltraité, volé, battu, qui redevient loup, c'est bien évidemment la sienne. Buck, tourmenté par des désirs inconnus, de viande crue, de sang chaud. Buck et son désir absolu, irrépressible de liberté. C'est Jack London, écrivant sous la dictée de ses cauchemars. Il n'ose plus se coucher, tant l'effraient les images qui l'assaillent. The Call of the Wild, l'appel de la force, le cri du monde. À l'arrivée, un chef-d'œuvre. Alors, quand viennent les longues nuits d'hiver et que les loups sortent des bois, on le voit courir en tête de la horde sous la pâle clarté de la lune. De taille gigantesque. Il domine ses compagnons et sa gorge sonore donne le ton au chant de la meute, à ce chant qui date des premiers jours du monde. Le 26 janvier 1903, il finit le livre qui le laisse briser. Mais la vie familiale commence à lui peser. Il rencontre Charmian Kittredge. Elle est vive, gaie, audacieuse. C'est le contraire de Bess, et c'est le grand amour. Jack achète un petit sloop, le Spray, où il retrouve le bonheur de naviguer sur la baie. C'est là qu'il commence à écrire Le loup des mers. C'est le livre d'abord d'un affrontement entre le féroce Wolf Larsen, capitaine du Fantôme, et le très civilisé Van Weden. L'un règne par la terreur et ne croit qu'à la force. L'autre lui oppose les valeurs de la solidarité. Et comment ne pas comprendre que c'est son propre conflit que London met en scène entre la voix du loup en lui et ses idéaux socialistes. Il annonce à Bess qu'il se sépare d'elle. La guerre menace en Corée, entre le Japon et la Russie. Hearst, le magnat de la presse, l'appelle. Veut-il être correspondant de guerre? London se précipite sur le premier prétexte pour s'enfuir. Les Japonais retiennent les journalistes à Tokyo, filtrent l'information. London ne l'entend pas ainsi. Jonque, sans pan, il traverse le détroit de Corée en 7 jours, en plein hiver. Quand il arrive, il a les doigts, les oreilles, les pieds gelés. Les routes sont gardées. Il déjoue les contrôles. Par les rizières, à cheval, il réussit à atteindre le front.
Ces photos, ces dépêches font sensation. Le seul journaliste à couvrir les accrochages entre les Japonais et les Cosaques. Arrêté, expulsé, il rentre en juillet 1904. Désormais, il n'aurait de cesse de dénoncer le péril chaud. En son absence, Bess a demandé le divorce, fait une saisie arrêt sur ses comptes bancaires. Quand Jack arrive à San Francisco, les manchettes des journaux sont pleines du scandale. Il se réfugie dans la politique, multiplie les meetings. Tout ce pourquoi j'avais lutté et peiné tard dans la nuit s'avérait illusoire. Le succès, je le méprisais. La gloire, elle avait un goût de cendre. La société, elle me faisait horreur. Années de doute et de désarroi. Des cauchemars le hantent, épouvantables. La presse s'en prend à lui de plus en plus violemment. C'est Charmian, avec une patience infinie, qui le sortira de cette dépression. Découvrir Glen Ellen, dans la vallée de la Lune, où ils achètent un ranch. Le 19 novembre 1905, ils se marient, et comme le monde alors leur paraît loin. Je vais jeter une encre si lourde et si forte que le diable en personne ne pourra la relever. Oui, ce sera une encre bien solide et tout à fait hors du commun. Jack se veut rancher désormais, mais l'installation lui coûte des sommes folles. Ses tirages sont énormes, il gagne des fortunes, mais s'endette toujours plus. Il s'attaque à un nouveau récit sur le Grand Nord qui étonnera ses lecteurs. Cro-Blanc. Au lieu de montrer comment un chien régresse et redevient sauvage, je veux montrer comment un loup se civilise, développe en lui l'instinct domestique, la fidélité, l'amour, la moralité et toutes les vertus. L'inverse de l'appel de la forêt. London, les crocs limés. Pas si sûr. Déjà avec Charmian, il rêve d'un grand voyage, d'un tour du monde qui durerait 7 ans. Ils remonteront le Yangtze, le Nil, gagneront Vienne par le Danube, Paris par la Seine. Pour financer leur équipée, ils multiplient les contrats. Pressés par le temps, ils n'hésitent pas à acheter des intrigues à de jeunes auteurs.
Cher Sinclair Lewis, vos intrigues me sont parvenues hier soir. J'en ai tout de suite pris 9 pour lesquels, conformément à la facture, je vous envoie le chèque 6 juin de 52,50 $. Il lui faut un bateau. Mais un bateau qui soit le sien. Le plus beau, le plus fort, le plus résistant. Construit selon ses plans, capable de résister aux tempêtes, aux typhons. En forme de salut Lewis Carroll et son animal fabuleux d'Alice au pays des merveilles, il l'appellera le Snark. Le 16 avril 1906, Jack et Charmian se réveillent en sursaut. La terre a tremblé à San Francisco. San Francisco n'existe plus. La zone industrielle, les quartiers résidentiels, les bâtiments publics ont été balayés. Les usines, les entrepôts, les grands magasins, les immeubles qui abritaient les journaux, les hôtels, les palaces. Tout a disparu. Comme si la grande main du destin avait effacé une époque, réduit en poussière et en flammes le passé, redistribué les cartes de la vie. Je serai malheureux jusqu'au jour du départ, et je partirai dès que Dieu, les tremblements de terre et les syndicats m'y autoriseront. Mais les contretemps s'accumulent, les matériaux manquent ou s'achètent à prix d'or. Jack s'obstine, hypothèque sa maison. Les caricaturistes dénoncent les extravagances du révolutionnaire milliardaire. Ses amis socialistes prétendent le retenir au nom de son devoir. Il explose. Et si cela me plaît à moi, voilà les mots qui pour moi résument tout désormais. Cela me plaît. Dans le sillage de Melville, de Mark Twain, de Stevenson, le 23 avril 1907, le Snark quitte enfin San Francisco. Direction Hawaï. Mais la traversée se révèle plus difficile que prévu. Le bateau modèle accumule les avaries, fuit par tous ses bordés. Le moteur casse, l'essence gâte les vivres. L'équipage s'avère incompétent. Le capitaine n'a jamais navigué en haute mer et Jack doit prendre sa place. Ils arrivent à Honolulu, épuisés, le 19 mai 1907. Une délivrance. Comme s'il se libérait de tout ce qui lui pesait en Californie. 5 mois pour renaître et retrouver le simple plaisir d'écrire. Il commence Martin Eden en forme de confession, ou comment un jeune homme sorti du fin fond de l'abîme deviendra écrivain. En octobre, ils reprennent leur périple. Marquise, Samoa, Fidji. Toujours plus loin, malgré les difficultés, comme s'il voulait s'enfoncer au cœur de la pure sauvagerie.
Les îles Salomon ne peuvent, je le reconnais, passer pour une succursale du paradis terrestre. La fièvre et la dysenterie y sont en promenade perpétuelle. Une foule de maladies cutanées, toutes plus répugnantes les unes que les autres, y prospèrent étonnamment. L'air y est saturé d'un invisible poison qui s'insinue sous l'épiderme par la moindre écorchure, engendrant des ulcères purulents et fétides. Les indigènes constituent une bande de sauvages comme il s'en trouve peu sur la terre, doués pour la chair humaine d'un joyeux appétit, avec la manie de collectionner les têtes de leurs semblables. Le voyage peu à peu tourne au cauchemar, et le bateau en navire hôpital. Jack souffre d'une maladie, le pion, qui lui détruit les reins. Des ulcères au rectum le font souffrir atrocement. Ses mains pèlent comme s'il avait la lèpre. La malaria, la fièvre jaune le mettent sur le flanc. Conduit à l'hôpital de Sydney, il met 5 mois à se remettre. Ironie de l'histoire, le Snark vendu finira sa vie comme bateau négrier. Glen Helen. Il lui fallait tout reprendre, à partir de son ranch, tout reconstruire. La clé de son avenir était là, et là seule. Et ce qui vaut pour lui doit valoir bien sûr pour la Californie, en crise économique, en crise d'identité, elle qui s'était rêvée jadis le jardin du monde. Quelle faute a pu transformer ce rêve en cauchemar? Le retour à la terre devient désormais son mot d'ordre. Désormais, je vois ma ferme en termes de monde, et le monde en termes de ferme. Nous sommes à un tournant. L'exode vers les campagnes ne fait que commencer. Les hommes supérieurs vont devenir fermiers. Sa revanche, il la veut à la mesure de ses échecs. Il mobilise agronomes, économistes, techniciens, défriche, creuse, draine, rachète à prix d'or les fermes alentours. S'il bâtit une porcherie, il faut bien sûr qu'elle soit la plus moderne, si monumentale que le village la baptise Pig Palace, le palais des cochons. Un silo, ce sera le plus grand de Californie. Une folie. Rien n'est trop beau, trop cher pour ce nouveau paradis. Radieuse aurore, la vallée de la lune. Il écrit tous les matins à toute vitesse, sans autre souci que de combler le gouffre financier qu'il creuse chaque jour, un peu plus. Il lui fallait surtout une maison à son image. Comme une formation naturelle jaillit des entrailles même du monde, l'union de la nature et de la culture, du primitif et du moderne, du barbare et du policé. La maison du loup, faite de pierres brutes, de blocs de lave, de roches à peine dégrossies, de troncs de séquoia vieux de 10 000 années. Le socle de béton résisterait au pire cataclysme. Il rêve. Le cœur de la maison évoquera une caverne primitive. La piscine intérieure sera alimentée par une source de montagne. Les parois décorées de peaux d'ours et de loup. Une cave à l'épreuve du feu abritera ses manuscrits. Le 22 août de cette année 1913, Charmian et Jack se couchent tôt en prévision de leur déménagement. À 2 heures, des cris dans la nuit les réveillent. Wolfhouse brûle. Accident, malveillance, on ne le saura jamais. Il y avait englouti une fortune, mais n'avait pas jugé utile de l'assurer. N'était-elle pas indestructible? Le temps d'arriver sur les lieux, il ne restait plus rien que les murs.
Son refuge, ce sera la mer, de nouveau. Il achète un voilier, le Romer, où il passe le plus clair de son temps. Écrit le cabaret de la dernière chance, les mutinées de l'Elseneur. Sillonne la baie comme au temps enfui de Frisco Kid. Charmian est ravie. Nous snarquons de nouveau, dit-elle. Ce qu'il ne dit pas, ce sont ses angoisses, les catastrophes au ranch, la bataille d'eau au mur contre la ruine. Il s'abrutit d'alcool dans les salons, court les matchs de boxe, délire sur la supériorité de la race blanche sur le ring, fait l'éloge de la brute blonde. La joute entre deux hommes et sans équivoque le sport dévolu à la race anglo-saxonne. Suit comme reporter le match entre le noir Johnson et le blanc Jeffries. Les traitements au mercure et à l'arsenic lui ont abîmé la vessie et les nerfs. Il se drogue, atropine, morphine, héroïne, pour tenir encore. Mon corps qui tombe en loques, mes genoux et mes chevilles en bouillie, les tendons brisés à l'intérieur de mes pouces, le sillon dans ma joue causé par l'arsenic, l'os de ma main jamais remis, les dents qui manquent. Avril 1914. La guerre éclate entre États-Unis et Mexique. Jack accepte de la couvrir pour le magazine Colliers. Surprise. Il prend le parti des Américains, tire à boulet rouge sur les métis Zapata et Pancho Villa. Ni poisson, ni oiseau, ni mammifère. Comme tous les êtres des races mélangées, ni blancs, ni indiens, ils ont tous les défauts des deux races sans en avoir les vertus. Des hommes à l'esprit étroit, des enfants jouant avec des armes de géants. Cette engeance qui fait de la politique fomente des révolutions et manipulée de l'extérieur. Ses amis socialistes s'étranglent de fureur, l'accusent de s'être vendu au trust américain. La rupture devient inévitable. La paix, il la retrouvera à Hawaï avec Charmian. La splendeur de l'île, la pratique du surf, comme le ranch ou pas loin. Le surf est une révélation. L'art d'épouser la grande vague du monde au lieu de l'affronter. La quête d'une harmonie. Le sport royal des princes de ce monde. Il se plonge dans Jung, et c'est comme un éblouissement. Sais-tu, Charmian, je suis à l'entrée d'un monde si neuf, si terrible et si merveilleux, que j'ai presque peur de le regarder. Par lui, il découvre la puissance des mythes, commence à se comprendre. Oui, ce sont toutes les forces du monde qui ont vibré à travers lui. Mais toutes les forces du monde, vraiment. Les pires et les plus belles dans leurs contradictions. Et c'est pour cela que le siècle aussi s'est lu à travers lui. Un artiste, un médium devant tout incarner, tout vivre, pour faire de ce chaos une œuvre.
Jack est arrivé dans tous les sens du terme au bout de son chemin. Crise de Rémy, overdose de morphine et d'atropine, suicide comme le voulait une rumeur persistante, ou plus simplement crise cardiaque. Le 22 novembre 1916, Jack London disparaît. Il était l'auteur le plus lu dans le monde et venait d'avoir 40 ans. Voilà donc pour ce portrait un peu iconoclaste de Jack London, mais c'était la véritable personnalité de cet écrivain immense et complexe. Vous retrouverez toute son œuvre, bien sûr, au 3615 Code France 3, histoire de se refaire un petit peu de bien en relisant peut-être Cro-Blanc ou peut-être L'Appel de la forêt. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec un autre très grand écrivain, un écrivain français un peu oublié aujourd'hui, et pourtant Dieu sait qu'il fut célèbre en son temps. Il s'agit de Anatole France.